Bonjour Claire. Bonjour. On est ravis de te voir ici à Brest. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos spectateurs? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Claire Barraud. Je viens de présenter à Brest mon deuxième court-métrage qui s'appelle Hasta Luego, qui est produit par Paris-Brest. Avant ça, j'ai fait un premier cours qui s'appelait T'es Simon et qui était produit dans le cadre du dispositif Estran, qui était organisé par Film en Bretagne, où ils sélectionnaient 4 producteurs, 4 auteurs et ils les mettaient en binôme. Et où on était accompagné de A à Z, de l'écriture à la post-production sur les différentes étapes pour faire un film. Et voilà, et ce premier cours avait aussi eu sa première adresse, donc la boucle est bouclée un peu. Et tu savais dès le départ que à partir de quand tu as eu le déclic et tu t'es dit je vais être cinéaste? Je pense en faisant un stage de 3e sur un plateau. En fait, je voulais être soit chef d'orchestre, soit entomologiste, soit réalisatrice, mais je ne savais absolument pas ce que ça veut dire que de réaliser un film. Et c'est en allant sur un plateau et en voyant ce que chacun fait que c'est là où je me suis dit je vais faire ça. Tu te rappelles quel plateau c'était? Oui, c'était une série télé qui s'appelle Diane Femme Flic. Diane Femme Flic, d'accord. Mais en fait, j'ai rencontré la comédienne Isabelle Otero à ce moment-là, qui joue dans mon premier cours et qui m'a un peu pris sous son aile. Et pendant les vacances, j'allais faire les petites mains sur les plateaux, où j'allais à côté de la script remplir les rapports. Enfin, je tournais un peu comme ça de poste. Et du coup, grâce à elle, j'ai pu revenir sur les plateaux pendant les vacances scolaires. Et c'est comme ça que c'est né, quoi. Elle a fait un film aussi, je crois, en elle-même, je sais plus si c'est elle ou sa sœur. Sa sœur est réalisatrice, et toutes les deux viennent de Bretagne. Voilà. Donc, Marianne Otero, et qui est la fille d'un peintre qui est décédé il y a très peu de temps. Leur oncle, il me semble. Leur oncle. Oui. Voilà. Et donc, ton premier film T'es Simon, c'était avec André Wilms. Il avait une vie en festival assez importante. Ouais, il a fait une trentaine de sélections en festival. Il a été à Sacramento, il a fait plusieurs festivals. Moi, je l'ai accompagné pas mal, surtout dans les festivals évidemment en France. Et j'ai pu aller à Dublin aussi le présenter. Ce qui était aussi assez chouette de voir comment il peut être reçu à l'étranger et comment ça se passe aussi des fois les festivals ailleurs, quoi. Voilà. Et donc après T'es Simon, t'as eu d'autres envies. Et l'une de ces envies, c'est Hasta Luego. Voilà, j'ai commencé à l'écrire en fait en post-production de T'es Simon. Je sais pas pourquoi, moi c'est les phases de mixage surtout, c'est les phases où j'ai pas mal d'idées parce que peut-être aussi on commence à voir son film pour la 600e fois et que du coup on arrive aussi à penser à autre chose et c'est là où j'ai commencé en fait à l'écrire à ce moment-là. Quelle était l'envie première qui a fait que tu as voulu l'écrire? Qu'est-ce qui est passé par ta tête? Plusieurs choses. Je pense qu'il y a eu déjà l'envie de filmer Port-à-la-Duc, qui est un petit bourg au fin fond des Côtes-d'Armor, mais c'est là où j'ai passé pas mal de vacances enfant. Donc je pense qu'il y avait ça. Il y avait une envie aussi de parler de la radicalisation, mais à travers de manière détournée en tout cas, et pas comme on a l'habitude de le voir, j'ai envie de dire, dans les clichés de représentation, et que ça se passe en Bretagne, et que aussi ce soit vu à travers les yeux d'une enfant dont le frère est parti. Et comment surtout à 14 ans aussi on parle de ça, ça faisait partie en tout cas des envies premières de ce film. D'accord. La radicalisation, pourquoi? Toi-même, tu t'es dit ça comme ça ou t'as Non, en fait j'ai travaillé aussi avec des enfants dont les grands frères étaient partis en Syrie et je trouvais intéressant la manière dont quand on a entre 6 et 15 ans on en parle en fait. Et je trouvais qu'il y avait une justesse et une vérité dans ces paroles d'enfants que j'avais envie de retranscrire en fiction. Voilà, donc t'es parti d'un regard que tu portais justement oui. sur ces enfants-là. Et après, du coup, ton scénario, tu l'as retravaillé avec l'aide de... Tu l'as fait toute seule, comme une grande ou J'ai commencé toute seule. Il ressemblait évidemment pas du tout à la version définitive. Et en fait, j'ai été dans un festival, en résidence d'écriture, dans un festival qui s'appelle Tout court à Aix-en-Provence, où j'ai bénéficié d'un atelier d'écriture où on avait des consultants qui nous accompagnaient. Et notamment Yael Lévy qui a accompagné du coup mon projet au début. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour avancer, d'avoir des retours extérieurs là-dessus. Elle avait aussi travaillé sur le bureau des légendes. Donc elle avait aussi un point de vue, elle avait travaillé en documentation, donc du coup c'était d'autant plus intéressant. Alors ton film, il est en sélection Made in Brest. Oui. Donc il y a Film en Bretagne qui t'a aidé. C'est vraiment un film, on peut dire, régionaliste. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu assumes pleinement? Que je revendique? Que tu revendiques? Oui.
Non, mais je suis toujours, je sais pas trop en vrai comment répondre à ces questions-là. Enfin, en fait, j'ai vraiment imaginé cette histoire en Bretagne, donc ça me faisait sens de le tourner là. Donc ça faisait sens pour le projet, et c'est plus, on va dire, c'est plus comme ça que je le vois. Et évidemment, celui-là, j'aurais pu difficilement le faire ailleurs, en effet. Le film, il a été projeté déjà à la télévision. C'est rare, histoire courte. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as appris parce que c'est un privilège finalement d'avoir été sélectionné parmi, je crois qu'il y a 240 courts-métrages ici, et c'est le tien qui a été choisi. Il y en a eu 2. C'est le tien qui a été choisi. Comment tu as appris ça et qu'est-ce qu'elle est? Alors, je savais pas du tout qu'il y avait 240 films, donc merci. Du coup, je suis d'autant plus contente. Je l'ai appris sur les réseaux en voyant l'annonce comme quoi le film passait, et j'étais très contente, et j'ai pu le partager à des gens qui peuvent pas venir au festival, et c'était ça aussi le plus important, des gens même de l'équipe qui peuvent pas venir aussi aujourd'hui. Une petite question sur un film comme ça, le spectateur n'imagine pas forcément la difficulté qu'il y a derrière. Et des fois, la difficulté, elle est pas là où on pense qu'elle est. Sur ce film-là, pour toi, elle était où, la difficulté? Elle était dans, tu veux dire, sur les étapes de fabrication du film, ou sur globalement sur d'une manière générale, aujourd'hui, le film, il existe. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire qu'il n'aurait pas existé, par exemple? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire qu'il n'existe pas? Si l'équipe n'avait pas été aussi soudée, je pense. Voilà. Enfin, c'est ça. Si l'équipe n'avait pas aussi bien fonctionné en tant qu'équipe, le film ne se serait jamais fait. C'était combien de jours de tournage, du coup? 6 jours. 6 jours. T'avais tout découpé à l'avance, et tout s'est passé comme sur des roulettes. Alors pas vraiment comme sur des roulettes, mais de toute façon sur un tournage ça ne se passe jamais comme sur des roulettes, c'est les règles du jeu. Mais on avait fait en effet un découpage. En fait, au début, le film ne rentrait tout simplement pas dans le nombre de jours impartis. Donc en fait, on a fait avec la première assistante ce qu'on a appelé des plans fusibles, donc des plans qui peuvent sauter si jamais on n'a pas le temps. Le plan de travail était entièrement aménagé pour les enfants, pour permettre aussi, vu que ce sont eux quand même qui portent les rôles principaux, permettre qu'en fait on a privilégié le jeu à tout le reste. Donc ça c'était une ligne de départ qu'on s'était fixée de base. Donc des plans fusibles, donc des plans certains ont sauté, d'autres je pensais qu'ils sauteraient n'ont pas sauté. Donc ça c'est aussi des choses qu'on peut pas prévoir. Et aussi des versions météo, parce que on n'a pas le temps de se retourner, donc j'avais écrit des versions pluie, avec des dialogues adaptés en fonction de la pluie. Ce que finalement ne s'est pas fait, ce qui a failli se faire sur une scène, et en fait on a attendu et c'est passé. Donc voilà, en fait on avait essayé d'anticiper tout ce qu'on pouvait anticiper le maximum possible. Ouais, donc là t'as fonctionné, tu t'es dit il y a 6 jours de tournage, de toute façon on va faire 6 jours de tournage. Tu t'es pas dit si demain il fait pas beau, on décalera et puis on reviendra. C'est impossible, sinon il n'y a pas de film en fait. Et dans ton film il y a quelque chose de très percutant dès le départ qu'on note, une musique, on peut même dire ça, les dialogues des enfants. Comment tu les as travaillés? Il y a des choses qui sont venues de l'improvisation, d'autres que j'avais écrites. Je pense qu'il y a 2 scènes à improviser dans le film. Beaucoup sont venues parce que je travaille avec des enfants aussi, donc j'entendais régulièrement des petites, on va dire, des punchlines naturelles. Et d'autres aussi en casting. Le casting m'a pas mal aidé aussi pour tout ce qui était élaboration de dialogue, parce que quand on castait sur le premier tour du casting, on n'a jamais casté avec des textes, on castait que sur des improvisations. Et du coup, là, j'ai pu tester pas mal de choses aussi là-dessus. Le casting, du coup, il était important. Et comment tu t'y es prise, et quels sont pour chacun des caractères, quels sont les petits éléments qui t'ont fait dire c'est la bonne personne? Alors les castings, déjà, on a vu beaucoup d'enfants. Ce qui est alors il y a plusieurs choses. C'est que déjà, faut que pour le rôle de Morgane, il fallait qu'elle ait envie de le faire, parce qu'on se retrouve aussi souvent avec des parents quand même des enfants casting, et les enfants n'ont absolument pas envie. Donc ça, c'était d'office mis de côté. Je les ai d'abord testés un par un avec des situations où en fait déjà on était plusieurs aussi sur les castings. J'avais demandé à un ami à moi qui s'appelle Jules Follet, qui est aussi réalisateur, de venir pour aussi avoir un regard en plus. Louise Molière, la première assistante, était là. Mathilde Pomero, qui fait aussi de temps en temps des castings, était là. Donc j'avais plusieurs regards et aussi plusieurs personnes avec qui échanger, ce qui est, je trouve, très important lors des castings. Et on a tout enregistré, ce qui permettait de revoir aussi le soir, parce que bon, voilà, quand on voit passer plein, il y a évidemment des choses qu'on oublie. Du coup, beaucoup d'improvisation.
Et après, je les ai testés j'ai fait différents trios. Je les ai testés sur les derniers tours, entre guillemets, j'ai testé 3 ou 4 trios. D'accord, il fallait qu'ils fonctionnent ensemble. Il fallait qu'ils fonctionnent, c'est pour ça. J'avais fait une espèce de puzzle comme ça, avec toutes les configs possibles, et pour les tester tous en trio, et voir lequel des trios marchait mieux. Sur la note principale de ton film, il y a quelque chose de troublant, en tout cas moi en tant que spectateur, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est que tu traites d'un sujet dur et t'essayes de l'entremêler avec quelque chose de presque qui peut sembler du quotidien ou qui peut sembler assez simple, le regard de l'enfance, des enfants qui sont... Ton sujet, il arrive à un moment où finalement on s'y attend pas forcément. Comment tu as pensé les choses? C'était vraiment le parti pris de départ, et puis c'est quelque chose, je crois, sur lequel j'aime vraiment jouer, parler de sujets assez graves, mais de manière détournée ou via, je sais pas si on peut parler de comédie parce qu'on n'est pas non plus mort de rire quand on voit le film, mais voilà, de manière détournée. Ce que j'aimais bien en fait, c'était l'idée qu'elle cache, qu'elle cache le portable dans un parc pour enfants, mais aussi avec cette logique de babysitting, parce qu'au final, qui babysit l'autre, on ne sait pas. Parce qu'elle emmène cette petite fille dans ce parc pour enfants tous les jours, mais au final, elle s'en occupe pas trop. Donc j'aimais bien aussi ce côté-là. Et voilà. Je me rappelle la question. si, je me souviens de la question, mais je sais pas si tu as plus de précision. Non, sur cette note-là particulière, le fait de justement avoir un sujet et ne pas trop chercher à l'aborder de front, mais à essayer plutôt d'en faire le tour un petit peu pour peut-être un peu plus pointer. En fait, je trouve que ça permet aussi des fois de ressortir les vérités dans les fictions, de le faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, de le faire passer de manière-là, parce qu'on a aussi beaucoup parlé des jeunes qui partaient au djihad à travers des jeunes de banlieue, mais en fait, ça arrivait partout. Et on a fait aussi énormément de clichés, et je trouvais que justement que ça se passe dans un petit bourg. Alors j'en sais rien s'il y a des jeunes de Port-la-Duc en particulier qui sont partis. Après il y a 40 habitants à Port-la-Duc, donc peut-être pas, mais en tout cas voilà, je trouvais que ça faisait à la fois il y a un truc un peu on s'y attend pas et en même temps c'est vrai. Donc j'aime bien justement jouer sur ces deux côtés-là. La jeune fille, t'as essayé quand tu l'as dirigée, de contrôler son pathos qu'elle pourrait avoir par rapport à... Parce que je suppose que quand elle a lu le scénario, elle a compris elle-même de quoi on parlait, et elle aurait pu avoir tendance à le surjouer et aller vers quelque chose de plus dramatique, avoir la larme aux yeux ou des choses comme ça, et on voit bien que c'était pas ton intention. Alors ça, elle l'a tout à fait compris en fait. Elle avait cette distance-là qui était assez chouette et sur laquelle on pouvait échanger. Justement, de quand ça allait trop loin, elle le sentait elle aussi, et du coup elle retenait plus. Et après, elle a 14 ans dans le film, elle en avait en réalité 12. Donc il y avait ça aussi où en fait elle était aussi très mature pour son âge, pour avoir cette distance, je trouve, qui est pas forcément à cet âge-là, on l'a pas tous. Et du coup c'était intéressant là-dessus de travailler avec elle. Et t'as un autre personnage qui est important dans le film, c'est le jeune garçon. Oui. Qui lui fait plus âgé. Oui, qui lui a été écrit pour quelqu'un qui a 18 ans et qui, il me semble, avait 18 ans au moment du tournage. Tu l'as pensé comment, ce personnage-là? C'est en termes de dramaturgie? C'était pour raconter, oui, c'était aussi pour raconter que ce personnage qui est le meilleur ami du frère de Morgane qui est parti en Syrie, ça se passe à Port-la-Duc, et c'est sans doute le seul arabe de Port-la-Duc. Et du coup, je voulais aussi raconter le regard de ces gens-là, parce que c'est sans doute le seul arabe de Port-la-Duc, c'est lui qui a embrigadé l'autre, alors qu'il ne sait même pas ce qu'en fait le djihad, qu'il ne sait même pas ce qu'est la radicalisation, et que la petite le sait finalement mieux que lui. Donc c'était ça que je trouvais intéressant aussi, et ça faisait sens justement avec prendre le sujet un peu grave et le détourner. Enfin, ce personnage permettait ça, une sorte de mentor, quoi, en quelque sorte. Donc Hasta luego. Pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce titre? Parce qu'en fait à la base on devait avoir les droits d'une chanson de Maître Gims qui s'appelle Hasta luego. Et parce que du coup je voulais que mon personnage de Morgane soit amoureuse de Maître Gims, et que son rêve c'est de se marier avec elle, comme on peut avoir vraiment des rêves de préado, quoi. Et que du coup je voulais commencer ma première séquence à Port-la-Duc avec du gros son de Maître Gims et Morgane dans son monde, en fait, raconter ça. Donc le titre a été ça, et puis j'ai appris qu'on n'avait pas les droits peu de temps avant le tournage. Du coup on a fait autre chose avec le compositeur, mais le titre est resté.
parce que en fait, j'en ai pas trouvé d'autres, tout simplement. Et puis parce que finalement, Hasta luego, ça veut dire au revoir, et puis elle aurait pu le dire, c'est quelque chose qu'aurait pu dire le personnage. Voilà. Forcément, t'as mis un peu de toi, parce que tu disais déjà, c'est la petite ville dans laquelle tu allais quand t'étais enfance. Tu veux bien nous en dire un petit peu sur cette part d'intime? Oui, de toute façon, je pense qu'on met toujours de soi dans ces films, sinon on les fait pas. Je pense que c'est ça qui pousse aussi à les faire. Oui, Port-à-la-Duc, je sais pas, j'ai passé beaucoup de vacances là-bas quand j'étais petite. C'était peut-être un peu... Moi, contrairement au personnage de Morgane, justement, c'était plus quelque chose un peu libératoire. C'était les vacances chez les grands-parents, on peut tout faire, on peut... à échelle d'enfant, bien évidemment. Du coup, voilà. Après, c'est pas du tout une autobiographie, donc je peux pas trop... voilà, je suis jamais partie en Syrie, peut-être demain. Mais voilà. Donc après, un court-métrage, c'est toujours un peu compliqué pour les gens de le voir, si ce n'est en festival. Mais est-ce que il est passé dans l'histoire courte. Est-ce que tu as déjà écho d'autres moyens de voir le film pour le grand public? Non, pas pour le moment. Et quels sont tes autres projets maintenant? Alors, j'ai un autre court-métrage en développement avec les films du Cygne, qui raconte, qui a un huis clos. Je reviens un peu au huis clos du coup, qui a un huis clos dans un conseil de discipline, qui raconte un peu une cabale au sein de ce conseil de discipline. J'ai un autre projet plus long qui a eu la bourse Beaumarchais en télé, mais voilà, qui est un format long, qui sera soit pour la télé, soit pour le cinéma. Pour l'instant, c'est pas encore bien décidé. Un autre projet de long qu'on a commencé à coécrire avec Alice Vial, qu'on a un peu mis en stand-by pour le moment, voilà, parce qu'on a aussi d'autres projets à gérer à côté. Et voilà, ça fait et d'autres, des embryons, donc ils ne sont pas encore labellisés. Ton côté touche à tout que tu avais enfant, tu le conserves encore aujourd'hui dans ta manière d'avancer. Tu as besoin d'embrasser plusieurs projets pour qu'il y en ait un qui se concrétise plus que les autres? Mais je pense qu'il y a une réalité concrète dans ce métier. À mon avis, il faut avoir plusieurs projets, parce qu'en fait, il y en a toujours qui ne seront pas. Et du coup, si on porte un projet longtemps, déjà quand il se fait pas, c'est compliqué. Donc s'il y en a d'autres auxquels on peut, c'est même pas pour autant se raccrocher, mais voilà, ça permet, je trouve, aussi d'avancer tout simplement. Et aussi, en termes de créativité, j'ai l'impression qu'en tout cas, l'équilibre parfait à atteindre, mais qui est extrêmement rare, c'est d'avoir un film en post-prod, en écriture, et un qui va commencer un tournage. Ça, je pense que ça, c'est le... T'as besoin de remplir le vide. Tu t'accordes pas des pauses. Non, mais c'est pas des pauses, je trouve qu'il y a comme un équilibre d'énergie là-dedans, mais aujourd'hui, je peux pas dire que c'est mon cas, parce que j'ai pas ces trois choses-là, mais... j'aimerais bien. Alors, ma dernière question, elle va te surprendre parce que j'ai plutôt l'habitude de la poser dans l'autre sens. Je pose la question aux gens qui font l'habitude de l'autoproduction et qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans un contexte de production avec des contraintes, des choses comme ça. La question que j'ai envie de te poser, c'est toi, est-ce que tu t'es déjà posé la question de t'autoproduire ou en tout cas de travailler avec un mode de fonctionnement où tu n'aurais pas justement cette artillerie lourde, et notamment dans les recherches de financement, tout le temps que ça te demande pour aller trouver les financements pour mener à bien tes projets, et du coup peut-être aussi qu'un projet t'appartienne à toi, complètement à toi. Oui, complètement. Je pense que j'y viendrai un jour, c'est sûr. Après, moi, j'ai aussi très envie de produire des films, mais qui seraient pas forcément les miens. J'ai une envie comme ça donc je pense que je vais y arriver aussi un jour bientôt. Mais oui, pourquoi pas. Après, je pense que ça dépend aussi de la configuration des projets. Il y a des projets que j'aimerais d'un point de vue réaliste et je me dis, en fait, ça marcherait pas forcément. Mais oui, pourquoi pas. Ouais. Merci beaucoup, Claire. Merci. Et bonne chance à Hasta luego, et comme on dit, Hasta luego. Hasta luego.